Oui, la France commence à perdre confiance de la part des marchés parce qu'en fait, la France emprunte plus cher que ses voisins européens à des horizons qui sont similaires. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on emprunte à peu près avec un taux d'intérêt similaire à celui de la Grèce et à un horizon de 5 ans, donc un horizon court terme. Aujourd'hui, les investisseurs, parce que les marchés, en fait, sont pas uniquement, c'est pas une personne, c'est pas une entité, ce sont des gens qui investissent et qui choisissent d'investir soit sur la dette française, soit sur la dette grecque, soit sur la dette allemande. Et ces investisseurs-là, qui sont principalement étrangers plus que français, préfèrent investir sur la Grèce et sur l'Allemagne plutôt que sur la France, qui est un premier site de défiance. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Le premier élément, c'est que nos indicateurs économiques ne sont pas bons. Tout simplement parce que nous avons une dette qui est record à plus de 3 000 milliards d'euros, un déficit public qui est record en raison d'un dérapage financier successif sur ces 3 dernières années qui équivaudrait, selon les rapports du Sénat, à 100 milliards d'euros de dérapage financier engendré par des écarts entre les estimations de recettes et les estimations de dépenses, avec beaucoup moins de recettes et davantage de dépenses ces dernières années sous l'égide de Bruno Le Maire. Et dernier point, c'est que le déficit public, annoncé même pour l'année prochaine avec des économies de 60 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, restera à un niveau de 5% du PIB. 5% du PIB, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que la France trouve à peu près 150 milliards d'euros juste pour combler son déficit, sans compter la dette qui arrive à maturité, sur laquelle vous devez réemprunter sur les marchés financiers pour rembourser la dette que vous avez déjà accumulée. Donc tous ces éléments-là font dire à des investisseurs, regardez, écoutez, est-ce qu'on veut investir sur la France ? Et à cela, que la situation n'était pas terrible, vous ajoutez une instabilité politique engendrée par la dissolution. Qu'est-ce que c'est que l'instabilité politique ? L'instabilité politique, on la connaît sous l'égide de la 4e République, c'est que les investisseurs étrangers ne savent pas quel sera le prochain gouvernement de la France, en raison d'une chose qui est simple, c'est que vous n'avez pas de majorité politique qui soit stable. La majorité de ce qui soutient Michel Barnier est d'environ 220 députés, c'est-à-dire que vous avez plus de députés qui est opposé à Michel Barnier qui le soutient, ce qui peut provoquer une motion de censure et faire tomber le gouvernement. Or, ce que détestent les investisseurs et ce que détestent tous les chefs d'entreprise, c'est l'incertitude, parce que vous ne savez pas à quel horizon vous allez retrouver votre argent, à quel horizon les décisions vont être prises. Michel Barnier annonce un budget, mais est-ce que c'est Michel Barnier qui va faire appliquer ce budget l'année prochaine ? Michel Barnier annonce une augmentation d'impôts ou une baisse d'impôts, mais est-ce qu'un nouveau gouvernement, éventuellement NFP, ne reviendra pas sur cette décision ? Donc, est-ce que lorsque vous êtes investisseur, vous voulez prêter à la France sur un horizon de 5 à 10 ans, en sachant qu'elle ne sera pas le prochain gouvernement, qu'elle sera le prochain Premier ministre, et encore moins le prochain ministre de l'économie et des finances dans 5 à 10 ans ? Alors, vous avez remarquablement résumé, vous vouliez apporter une précision. Sur le point, est-ce qu'on se dirige vers le scénario à la grecque ? Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce entre 2008 et 2012 ? La Grèce était en déficit, ce qu'on appelle structurel, c'est-à-dire qu'elle dépensait plus que ce qu'elle avait comme recette, hormis les maquillages de comptes, etc. À l'époque, elle dépensait plus. Ce qui est notre cas. Justement, ce qui est notre cas, parce que la France a été en incapacité de présenter un budget à l'équilibre depuis 1974. Donc, ça fait quand même un peu de temps. Ce qui se passe lorsque vous êtes en budget en déséquilibre, vous demandez à la direction du Trésor qui émet ce qu'on appelle des OAT, des obligations d'émission du Trésor. Parce qu'en fait, on a besoin de trouver de l'argent pour payer nos fonctionnaires. Ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait, effectivement, on peut faire une loi pour payer des fonctionnaires, mais si vous n'avez pas assez d'argent, donc pas assez de recettes pour payer les dépenses, vous êtes obligé d'emprunter de l'argent, et c'est ce qu'on appelle le déficit public, et donc l'augmentation de la dette. Mais là, c'est pour cette augmentation. C'est le budget de l'année dernière qui s'applique. Oui, mais il est en déficit. Donc il est déjà en déficit. Donc vous devez trouver 150 milliards pour combler le déficit, plus une émission de la dette pour rembourser ce qu'on appelle la dette qui arrive à maturité. Parce qu'en fait, la dette arrive au bout de maturité, c'est-à-dire qu'on arrive à l'échéance, et il faut rembourser le capital de la dette qu'on a emprunté. Ce qui est l'équivalent du double, puisque l'an prochain, on va emprunter 300 milliards. Donc on est entre 150 et 350 milliards en fonction du budget qu'on va présenter. Donc il faut trouver cet argent-là. Quand vous trouvez cet argent-là, la direction du Trésor, chaque mois, émet ce qu'on appelle les obligations d'émission du Trésor. Donc ils disent, on a besoin de 50 milliards, on va mettre 50 milliards à 2% sur le marché. Vous n'avez pas de preneur à 2%. Parce qu'en fait, c'est même tous les jours. Aujourd'hui, c'est 800 millions. On va y arriver. Vous arrivez et vous le présentez. Les gens disent on n'en veut pas. Parce qu'en fait, on préfère. Parce que l'argent n'est pas illimité. L'argent, on préfère le mettre sur l'Allemagne et sur la Grèce. Et c'est cette préférence-là des marchés qui fait que notre taux d'intérêt augmente. Parce qu'une fois qu'on n'arrive pas à émettre à 2%, qu'est-ce que fait la direction du Trésor ? Ils disent on prend à 2,2, on prend à 2,4, on prend à 2,6, on prend à 2,8, jusqu'à qu'on arrive aux 80 milliards qui nous manquent ce mois-ci. Et ce qui s'est passé en Grèce, c'est une chose qui est très simple. Les marchés, donc les investisseurs étrangers et grecs n'ont plus confiance en la Grèce. Ils ont tenté d'émettre à 4%, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'émettre à 6%, ça n'a pas marché. Ils ont dû émettre jusqu'à 20% de taux d'intérêt. Pour faire une chose simple, si par cas la France émet à 20%, on doit rembourser chaque année 600 milliards d'euros. C'est impossible de le faire. D'accord. Donc on est en faillite. Et à ce moment-là, une fois qu'ils arrivent en faillite, on arrive au cas de la Grèce, et ils ont dû demander à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale de leur prêter de l'argent à un taux d'intérêt qui soit fiable. Pourquoi est-ce que nous, on arrive sur ce type de scénario-là ? Parce que si par cas, vous n'avez pas de gouvernement, admettons qu'il soit censuré, pas de budget. Vous n'avez pas de budget,
les investisseurs vont dire mais pourquoi est-ce qu'on prêterait à la France à 3% alors que le pays n'est pas stable et viable? Donc en fait l'enjeu c'est est-ce qu'actuellement dans le cas de la Grèce, non. Par contre, est-ce qu'on peut arriver dans le cas de la Grèce en raison de notre dette qui est record, notre déficit qui est record et notre déficit structurel qui est très important en plus d'une situation économique qui est morose? Ce n'est pas probable, mais il ne faut pas l'exclure non plus. D'accord, alors on n'est pas dans le cas de la Grèce, mais in fine, cette vision des choses... C'est pas le cas, parce qu'en fait, quand vous prenez 3 300 milliards, en fait, on s'en fout que ce soit 13 000 ou 3 300. Ouais. C'est pas ça le sujet. Le sujet qui est important, c'est le niveau de la dette par rapport au PIB. Parce qu'en fait, c'est votre capacité de remboursement. En fait, on peut avoir 500 milliards, c'est pas très grave, parce que monsieur disait 1000 milliards. Mais le sujet, c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est qu'en fait, la France a une dette qui est supérieure à sa production annuelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, la France produit à peu près 2700-2800 milliards d'euros. Or, on a une dette de 3300 milliards. Cette dette de 3300 milliards engendre une charge qu'on appelle la charge sur la dette, donc la charge sur les intérêts qui nous prend un budget de plus en plus conséquent et qui arrive au niveau du budget de l'éducation et celui de la défense. Et c'est ça qui est important. En fait, si par cas vous avez une dette qui est importante, mais vous avez une production qui est beaucoup plus élevée et que vous avez une dette de 3 300 milliards, vous avez un PIB de 13 000 milliards. C'est pas grave d'avoir une dette parce que ça représente très peu par rapport à votre investissement. Si par cas, chacun d'entre nous avons des revenus, avons une dette, on devrait rembourser un crédit. Imaginons que vous avez contracté un emprunt immobilier pour une maison qui vaut 100 000 euros, mais vous avez 10 millions de revenus par an. Vous me direz où vous trouvez des maisons à 100 000 euros. Vous continuez. Il y a de plus en plus. C'était la promesse de Thierry Breton. On en trouve beaucoup à la campagne. À la campagne, des maisons à 100 000 euros. Donc en fait, c'est pas très grave parce que vous avez des. Non, il y a des maisons. Pardon, je vous ai interrompu. Continuez. Mais du coup, vous avez un niveau de revenu qui vous permet de rembourser facilement cette dette. Nous, on a un niveau de production par tête et un niveau de PIB qui est pas assez important. Et en plus, on a une charge de la dette qui est très élevée, qui prend un espace de plus important du budget de l'État. Et c'est ça qui nous rend en difficulté. Donc, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est la croissance économique. Ça a été rappelé dernièrement. C'est ce qu'on a fait au moment de l'après-guerre. Il y a eu un plan Marshall. Ça a augmenté notre production économique de manière très importante. En plus, avec le baby-boom, on a eu une période de prospérité économique qui s'appelle la période des 30 glorieuses. Donc, on a pu rembourser la dette parce que notre production annuelle était supérieure à la dette qu'on avait engendrée. Le deuxième point, c'est l'inflation. On a connu une période d'inflation qui fait qu'en fait, le niveau de la dette est très faible par rapport à l'augmentation du cours de la monnaie, donc votre dette ne vaut plus rien et vous pouvez le rembourser facilement. Troisième possibilité, c'est ce que Jacques Attali disait, c'est les périodes de guerre. Les périodes de guerre engendrent en fait facilement les non-remboursements de dettes parce qu'en fait, la dette vaut quasiment plus rien. Et c'est ça à peu près ce qui se joue. Je pense que la France a à peu près deux choix possibles. Soit on dévalue notre dette à travers l'inflation, mais c'est peu probable parce que la politique monétaire n'est plus une compétence des États, donc il y a très peu de chances. C'est une compétence de l'Europe et de la Banque centrale. Donc l'autre possibilité, c'est ce qu'avait essayé de faire Emmanuel Macron, c'est des croissances économiques ou ce qu'on appelle des réformes structurelles comme ce qui a été fait en Grèce, au Portugal et en Italie, qui font que votre PIB augmente tellement rapidement, en tout cas plus rapidement que votre dette, qu'en fait, votre dette est beaucoup plus facile à rembourser. C'est ce qui s'est passé dernièrement dans les pays. C'était avant la dissolution. C'était avant la dissolution. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On parlait de la question de l'égalité. Absolument. Or, la France actuellement est championne du monde, championne d'Europe à minima des prélèvements obligatoires avec un taux qui arrive entre 45 et 48% de la richesse. C'est-à-dire que actuellement, l'État prélève 45 à 48% du PIB, donc de la richesse qui est produite. Deuxième point, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôts et 10% des Français les plus riches payent 77% de l'impôt sur le revenu. Donc c'est peut-être là où il y a un véritable problème. Je parle des entreprises, je parle des groupes, je parle d'une égalité de tous. Le problème des GAFAM, c'est que c'est l'Europe qui nous empêche de les... Donc sur l'impôt sur les revenus... Bruno Le Maire, quand il dit qu'il faut taxer les GAFAM, il a raison. Sur l'impôt sur le revenu, est-ce que vous trouvez parfétement égalitaire que seulement 10% des Français payent 77% de l'impôt sur le revenu? L'une des clés de l'égalité fiscale, c'est la progressivité. C'est important, la progressivité. Le point, c'est que 50% n'en payent pas. Et donc c'est peut-être là où vous avez un problème dans la mesure où en fait trop de gens considèrent que trop peu de personnes contribuent à l'effort national. Vous voyez le raisonnement. Non mais regardez. Si par cas il n'y a pas de budget, vous avez deux scénarios qui sont possibles, enfin même trois. Vous avez trois scénarios possibles. Le premier, c'est que si par cas le budget n'est pas rejeté, mais que le budget n'est pas adopté par les deux chambres dans le même texte, dans la même conformité, à l'issue de 70 jours après l'ouverture du débat, le gouvernement peut prendre une loi d'ordonnance pour faire adopter le budget qu'il avait lui-même présenté avec quelques modifications. La deuxième possibilité, c'est qu'on arrive, donc avec un rejet de budget, on arrive sur le même budget que celui de l'année dernière, donc le budget 2024. Dans cette hypothèse-là, on maintiendrait à peu près le même taux d'imposition sur le revenu, mais augmenter de l'inflation. Donc, c'est-à-dire que le produit qu'on appelle l'impôt sur le revenu augmenterait de 3 milliards, parce que vous avez un taux d'inflation de 2,2, et donc l'inflation étant le produit de l'impôt sur le revenu à peu près de 100 milliards, donc on arriverait aux 3 milliards d'augmentation, ce qui fait que chaque Français paierait davantage d'impôts. L'autre possibilité, c'est de prendre une loi spéciale qui concernerait principalement les impôts et qui ferait en sorte en fait de permettre à l'État de pouvoir continuer à fonctionner, ce qu'on appelle la continuité du service public, donc mettre en place une loi spéciale pour
permettre à l'État et lui donner le pouvoir de recouvrer les impôts qui sera à peu près dans les mêmes taux, les mêmes dispositions que l'année dernière, ce qui reviendrait exactement ce que je vous dis, donc l'augmentation avec l'inflation. Donc ça, je pense qu'on n'arrive pas loin des 3 milliards d'euros, oui. C'est-à-dire que l'État vit au-dessus de ses moyens depuis 1974. Deuxième paramètre, c'est que ça n'a pas été annoncé, mais ça a été rappelé tout à l'heure, c'est que le gouvernement précédent mené par Attal et Le Maire n'ont pas annoncé ce qu'on appelle le dérapage financier qui s'est élevé au départ à 40 milliards, puis à 60 milliards, puis à 80 milliards. Et puis je vous rappelle qu'il y a une commission d'enquête parlementaire. Exactement. Et la commission d'enquête parlementaire dit que le dérapage financier est actuellement à 100 milliards d'euros, donc vous devez trouver dans les caisses 100 milliards d'euros supplémentaires, et ça a été justement dit précédemment. Si par cas le gouvernement ne fait pas des mesures d'économie ou des mesures d'impôts supplémentaires, on n'a pas un déficit à 5%, mais un déficit à 7%. Qu'est-ce que ça représente 7% ? 7% de PIB, ça représente 180 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver 180 milliards d'euros. Soit c'est plus que les impôts sur le revenu, soit c'est plus que l'ensemble des impôts qui existent actuellement. Donc où est-ce que vous les trouvez ? C'est normal qu'on demande des efforts supplémentaires pour faire en sorte que le budget soit équilibré. C'est que le déficit estimé n'est pas à 6, mais à 7%. Donc ça veut dire un point de plus. Et deuxième point, c'est que la France est sous ce qu'on appelle sous la procédure de déficit excessif de la part de la Commission européenne. Mais qui a dit qu'elle serait compréhensive. Elle serait compréhensible, mais si par cas on s'éloigne de l'objectif des 3%, elle pourrait mettre en place ce qu'on appelle un système de coercition, donc, mais qui prendrait une amende qui rajouterait de la dette en plus, comprise entre 0,1 et 1 point de PIB. Si on va être très sincère avec... Est-ce que la France peut encore emprunter sur les marchés financiers ? Tant que la France peut encore emprunter sur les marchés financiers, les fonctionnaires seront payés. Si par cas, et c'est ça qu'on appelle le scénario à la grecque, en fait, la Grèce ne pouvait plus emprunter. Elle émettait ce qu'on appelle des obligations du Trésor, et personne ne prenait ces obligations du Trésor en disant que c'était trop mauvais, personne ne voulait payer. Et c'est à ce moment-là que l'Union européenne, le FMI, se sont substitués aux marchés financiers pour prêter à la Grèce. Tant qu'on n'arrive pas dans cette situation, et c'est peu probable qu'on y arrive, et les fonctionnaires seront encore payés. Par contre, la question, c'est à quel coût, avec quel taux d'intérêt et quelle charge pour les Français, parce qu'au final, ceux qui payent les taux d'intérêt, ceux qui payent la dette, au final, c'est les contribuables français. Sachant que pour la Grèce, c'était facile de se... Les marchés réagissent en conséquence et augmentent le taux d'intérêt. C'est-à-dire que comme vous payez des taux d'intérêt plus élevés, vous payez une charge de la dette plus élevée. Donc, c'est-à-dire que si par cas la note se dégrade ce soir, lundi, lorsque la direction du Trésor va se retrouver sur le marché financier, Barnier aura un trou encore plus important à gérer. Donc, il devra soit augmenter les impôts, donc s'il va demander des sacrifices encore plus importants et négocier avec des partis politiques d'opposition ou de sa majorité, ou sinon baisser les dépenses quelque part, ce qui peut provoquer des crises sociales avec les fonctionnaires ou avec tous les gens qui dépendent de l'argent public. Et c'est là où ça va engendrer un cercle vicieux, parce que cette crise ce conflit social ou cette crise politique pourrait encore dégrader davantage la note de la France à l'avenir, et cette dégradation de la note de la France pourrait augmenter les taux d'intérêt, ce qui demanderait à Barnier, etc. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige en économie. D'où l'importance de dialoguer avec la population. Emprunter à la France, si par cas la France n'est pas en capacité de rembourser sa dette, ils auront un gros trou dans le bilan, et on arrive sur le même scénario que précédemment, on doit les renflouer. Et on arriverait, dans le cas de ce qui s'est passé dans la crise financière de 2008, ou ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines, c'est qu'en fait vous avez toujours quelqu'un qui est obligé de renflouer une banque pour qu'elle continue à prêter à un État. Parce qu'en fait le mécanisme est simple, c'est jamais la banque centrale qui prête à un État, c'est des banques qui prêtent à un État. Or, si par cas les banques ne retrouvent pas leur argent à travers les prêts qu'ils ont faits, elles se retrouvent à un trou, elles doivent trouver l'argent quelque part, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès de l'Union européenne, soit auprès du FMI, soit auprès des gens qui ont épargné. Et souvent, ils se dirigent d'abord sur les épargnants, donc c'est plutôt les épargnants qui vont faire de l'argent. Ça tombe bien, parce que la loi a prévu, après l'affaire, la chute des subprimes... Qu'une des deux solutions n'est bonne. Voilà. Moi, les deux, pour deux raisons différentes. La première, c'est d'un point de vue politique, c'est qu'ils ont une incapacité de trouver une majorité politique. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas de majorité politique, vous avez le même problème d'instabilité politique que ce qu'on rencontre actuellement, mais de manière beaucoup plus accentuée. Et deuxième point, c'est que vous avez un déséquilibre très fort entre les recettes et les dépenses pour les deux parties. Donc vraisemblablement, les marchés auront peur. Mais de toute façon, les marchés ont toujours peur des extrêmes. Jean-Baptiste Giraud. C'est tout en